Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM, il est midi. Voici le grand journal. À la une, Saint-Louis d'abord, 11 pêcheurs ont perdu la vie dans la brèche en moins d'une semaine. Entre octobre et janvier, au total, 22 pêcheurs ont péri sur le même endroit. Le cri du cœur des pêcheurs dans ce journal. Levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, la procédure a été enclenchée. La conférence des présidents de l'Assemblée s'est réunie hier sur la question. Demain jeudi, mise en place de la commission ad hoc, plénière vendredi. L'Assemblée va délibérer à la fin de la procédure. Cette affaire Farba Ngom qui ne laisse pas indifférente l'Alliance pour la République, l'APR, parti dont il est membre. Journée de mobilisation demain jeudi. Affaire Paoskoto, les 14 prévenus arrêtés vendredi dernier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Kaolack. Au départ, ils étaient 27, mais les 13 ont été libérés. Une bouffée d'oxygène pour les enseignants décisionnaires. Le gouvernement s'engage à modifier leur statut pour qu'ils deviennent des fonctionnaires. Il s'agit là des fruits d'une longue lutte portée par le G7 et même d'autres syndicats. Mais cette décision issue de la rencontre d'hier entre le gouvernement et les syndicats crée la colère du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise. Vous entendrez le porte-parole. Le grand journal, les actualités internationales à suivre, le sport et la revue de la presse. Point de vue, débat sur la gestion de l'hydraulique rurale. Le prétexte, cette affaire dite Paoskoto. Bienvenue à tous à la technique de ce journal. Maïssa Mbaye. D'abord, le bilan qui est macabre. 11 pêcheurs ont perdu la vie dans la brèche de Saint-Louis en moins de 7 jours seulement. À Guet-Ndar, les acteurs tirent la sonnette d'alarme et appellent les nouvelles autorités à respecter leurs promesses. Entre octobre et janvier, au total, 22 pêcheurs ont péri sur le même endroit. Les pêcheurs de Guet-Ndar ont vécu une semaine très macabre. Dans les différents sous-quartiers de la localité, 6 pêcheurs ont d'abord perdu la vie vendredi dernier. Le samedi à l'aube, 2 pertes en vies humaines ont été enregistrées au niveau de la brèche. Hier également, tard dans la journée, une autre embarcation a chaviré dans l'embouchure. Vieux-Mordier, pêcheur à Guet-Ndar. Pour le premier jour, Guet-Ndar a perdu 6 pêcheurs dans la brèche. C'était le vendredi dernier. Nous avons également perdu en moins de 2 jours 2 autres et aujourd'hui, nous sommes en train de rechercher les 3 corps des pêcheurs de hydrobase. Pour les pêcheurs trouvés au quartier hydrobase de la Langue de Barbarie, les nouvelles autorités doivent prendre en charge cette doléance. Vraiment, le quartier se vide de ses bras valides. C'est triste ce qui se passe à Guet-Ndar ces derniers jours. Nous, ce que nous voulons, c'est une solution définitive pour régler le problème de la brèche. Les travaux sont mauvais. On ne peut plus travailler et nous perdons chaque jour des jeunes très braves. Nous appelons le nouveau gouvernement à nous venir en aide. Pour Vieux-Mordier, l'État doit aujourd'hui revoir une nouvelle stratégie pour résoudre définitivement le problème de l'embouchure. L'ancien régime avait entamé les travaux, mais nous étions contre, parce que ces travaux-là sont mauvais et nous avions alerté. Aujourd'hui, nous avons un nouveau régime. Les nouvelles autorités doivent régler le problème. C'est le seul passage maintenant pour les pêcheurs. On ne dort pas la nuit parce que c'est un mouroir. Il ne faut plus draguer la brèche. Il faut essayer de faire un port au niveau de la brèche. Selon le conseil local de la pêche artisanale, en moins de 3 mois, 22 pêcheurs ont perdu la vie dans l'embouchure. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. Ousseynou Diop, je vous l'annonçais tantôt, la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. La commission ad hoc mise en place va délibérer à la fin de la procédure. Mohamed Ali Mouba revient sur cette procédure. Voici, nous l'écoutons. Premier échelon, la mise en place d'une commission ad hoc constituée de députés au prorata des groupes parlementaires et de non-inscrits. Une fois créée, la commission siège de plein droit et entend le député incriminé sur les faits présumés. Il se défend comme au tribunal. Babacar Gaye, homme politique et spécialiste du droit parlementaire. Le député peut être assisté par un de ses collègues députés. Il servira comme dans un procès, comme un avocat. Cette commission entendra naturellement le député sur les faits pour lesquels il est poursuivi ou il pourrait être poursuivi. Donc le dossier dont vous parlez tout à l'heure de Farba Ngom, certainement, est sur la table du président de l'Assemblée nationale qui devrait en principe le transmettre. Une fois que la commission a fini de statuer, le rapporteur de la dite commission fait un rapport à la plénière au cours de laquelle il y a un débat. Mais c'est un débat restreint, débat au cours duquel ne peuvent prendre la parole que le président de la commission et son rapporteur, le gouvernement
celui qui le représente est certainement le ministre de la Justice, le député ou son défenseur et un autre député qui est contre la procédure de la levée de l'immunité parlementaire. Les débats sont clos. C'est le rapport ainsi dressé donc qui part en plénière et les députés vont décider alors du sort de leurs collègues. Mais Babacar Gaye ne se fait pas d'illusions. Tout ça est habillé du droit, c'est Sonko qui tire les ficelles. On n'est pas surpris aujourd'hui. Le ministre de la Justice qui, comme l'a dit toujours le Premier ministre Ousmane Sonko, est sous ses ordres et qu'il appliquerait les décisions qu'il prendrait, je pense que cette commission d'enquête, cette commission ad hoc chargée de la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom est une commission politique qui sera aussi appréciée par une plénière politique constituée par une majorité de Pastef qui, depuis toujours, pense que gérer avant eux devrait payer de leur gestion. C'est la justice des vainqueurs qui est en application. Si la procédure aboutit, Farba Ngom sera le premier député de l'ancien régime à avoir son immunité parlementaire levée dans le cadre de la reddition des comptes. Mohamed Ali Mouba, merci. Farba Ngom, le député des maires des Agnam, c'est dans le Matam. Eh bien, là-bas, les apéristes de la région dénoncent cette procédure enclenchée pour la levée de son immunité parlementaire. Ils parlent plutôt d'un règlement de compte politique suite à la défaite du parti PASTEF là-bas à Matam lors des dernières élections législatives. Ali Bandelian. Des apéristes qui appellent à la résistance pour sauver le député maire des Agnam. Malgré la gravité des faits contenus dans le rapport de la CENTIF, les partisans de Farba Ngom ne pensent qu'à un règlement de compte politique. Abdoul Djibi Ndiaye, adjoint au maire de Horé-Fondé. En tout cas, nous lançons appel à la population tankaise, à tous les départements du Fouta. C'est un combat politique. C'est un combat que nous devons mener sans recul. Tout ce que ce monsieur Ousmane Sonko fait, c'est pour éliminer un adversaire politique. Donc, il fera face à nous, il fera face à cette jeunesse matamoise. Faux, selon Barka Sissé de Pastef Matam, qui rappelle que tous les citoyens sénégalais restent égaux devant la loi. Le député honorable Farba Ngom, comme tout citoyen sénégalais, est soumis à la loi et bénéficie de la présomption d'innocence. Cela signifie qu'il est considéré innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée devant un tribunal. Maintenant, il incombe à M. Farba Ngom de démonter ces accusations portées contre lui lors du procès. Cependant, il est très inquiétant de constater que certains tentent d'ethnicer cette affaire, ce qui relève d'une manipulation pure et simple et c'est dangereux. Au rythme du rouleau compresseur, les apéristes de Matam, à travers les réseaux sociaux, font feu de tout bois. Donc, il fera face à nous, il fera face à cette jeunesse matamoise, il fera face à tout le Fouta. Donc, on l'attend au pied ferme. Ils sont libres de défendre leur leader, mais il y a des limites à ne pas tenter de franchir, selon Ibrahima Badi Tepe de Pastef Ourossogui. Sans pour autant verser dans les considérations ethnocentriques comme ils en ont l'habitude de le faire depuis longtemps. C'est le seul discours qui leur reste. Nous demandons à tous les patriotes du Fouta de ne pas réagir à ce débat sordide. En tout cas, cette affaire Farba Ngom constitue aujourd'hui le principal sujet d'actualité dans la région de Matam, où les responsables du parti Pastef au pouvoir promettent de se mobiliser pour apporter la réplique à tout acte politique posé par la paire. Matam, Ali Bandelian, RFM. Cette affaire Farba Ngom, justement, qui ne laisse pas indifférente l'Alliance pour la République, parti dont il est membre. Journée de mobilisation demain au siège du parti, rassemblement en soutien au député maire des Agnam. Je rappelle que la procédure pour la levée de son immunité parlementaire a été enclenchée. L'Assemblée nationale se réunit demain pour mettre en place la commission ad hoc plénière vendredi prochain, après-demain. Midi 9, la suite du journal avec cette affaire Pawos Koto. C'est dans le Saloum. Les 14 prévenus arrêtés vendredi dernier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Kaolack ce matin. Au départ, ils étaient 27, mais les 13 ont été libérés. Je rappelle qu'ils ont été arrêtés à la suite des manifestations à Pawos Koto, manifestations contre le fermier Flex O qui avait débarqué donc à Pawos Koto pour enlever les compteurs des populations. Les mises en cause sont poursuivies, entre autres, pour participation à une manifestation violente, rébellion et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Midi 10 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Le conseil d'administration de l'université du Sine Saloum a rejeté la décision ou même la volonté du directeur du Crous de licencier plus de 300 travailleurs. Le STESU, qui salue la mesure, ce syndicat du personnel administratif, technique et de services, s'est dit même prêt à faire des concessions. Ousmane Ndiaye, le secrétaire général. Pour nous, ce n'est pas une victoire, mais plutôt la victoire du Premier ministre
et de son ministre de l'enseignement supérieur qui travaille d'arrache-pied avec les syndicats pour un pacte social fort, périn et durable. Maintenant, nous sommes conscients des difficultés financières que traversent d'ailleurs tous les centres des œuvres universitaires du Sénégal. Et le SSU est prêt à accompagner ses directeurs et ses recteurs pour qu'on trouve des solutions immédiates, factuelles. La solution factuelle à l'université de Sine Saloum est de faire des concessions. Et le PATS est en train de travailler sur ces possibles concessions, notamment tout simplement abandonner certains avantages qui ne sont pas des avantages légaux, mais plutôt les arbres de Noël, les colonies de vacances, etc. Donc, il y a des rubriques que le PATS est prêt à abandonner, que le PATS est prêt à se sacrifier pour permettre à l'université de Sine Saloum et aux autres centres des œuvres universitaires d'économiser, de rationaliser les ressources qui, comme on le sait tous, sont extrêmement insuffisantes. Nous suivons de très près la situation qui prévaut à l'université de Sine Saloum. Le 31, il y aura un second conseil d'administration et les syndicats tous unis vont proposer des solutions au conseil d'administration pour qu'enfin que la paix puisse continuer à régner au sein du campus de l'université de Sine Saloum. C'était donc Ousmane Ndiaye, le secrétaire général du syndicat du personnel administratif, technique et de service qui se réjouit certes de cette décision prise par le directeur du CROUS de l'université du Sine Saloum. Enfin une bouffée d'oxygène pour les enseignants dits décisionnaires. Après tant d'années de carrière truffée d'injustice, les 2 décrets portant modification de leur statut, finalement, le gouvernement s'engage à satisfaire cette longue lutte portée par le G7. Koumba Sandiane Faye. Un énorme bouffée d'oxygène, un énorme soulagement. Lui, c'est Amadou Kamara Diène. Il est le coordonnateur national des enseignants dits décisionnaires. L'engagement des nouvelles autorités de faire de lui et de ses camarades dans la même situation des fonctionnaires le soulage. Parce que ça fait tant d'années que l'on court derrière, parce qu'il y avait une injustice qui ne disait pas son nom. Une catégorie d'enseignants souffraient dans leur chair, n'étant pas traités ou bien logés à la même enseigne que leurs collègues, avec qui pourtant ils abattent le même travail. Sa carrière a été truffée d'injustices, tout comme celle d'une grande partie de ses 10 décisionnaires. L'enseignant nous raconte d'ailleurs comment il est devenu. J'ai fait l'examen très tôt, je l'ai eu en 2002 pour la session de 2003. Là, les inspecteurs qui viennent valider cette acte-là sont venus me voir en 2006 et le diplôme est sorti en 2009. 7 ans se sont écoulés lorsque j'ai eu mon examen. Et pendant ce temps, j'ai dépassé l'âge de 35 ans. Une autre, Fatou Ngom Aou, est la coordonnatrice du collectif des enseignants décisionnaires. Pour elle, c'est une satisfaction à moitié. Il faudrait redoubler d'efforts pour satisfaire d'autres qui, malgré la modification de ces 2 décrets, vont demeurer décisionnaires. 3 autres points constituent le blocage. Bon, quand on part en retraite avec cette pension dérisoire, c'est un peu compliqué. Et la non prise en charge aussi de l'imputation budgétaire aussi. C'est pour un retraité aussi. Et nous demandons également la revalorisation de la pension. La modification de ces 2 décrets 2006-392 et 74-347 feront certes des décisionnaires à tort des fonctionnaires. Par contre, pour les décisionnaires, de fait, il sera nécessaire d'allonger l'âge de la retraite, leur revaloriser la pension et leur octroyer des imputations pour régler définitivement cette question des décisionnaires. Un long combat porté par le G7. Le collectif interministériel des agents de l'administration qui salue justement la décision relative aux enseignants décisionnaires. Cependant, il demande sa généralisation à tous les agents décisionnaires de l'administration publique. Omar Dramé, le coordonnateur du dit collectif. La question des décisionnaires est une préoccupation centrale au niveau des agents de l'administration. Cela ne concerne seulement pas les enseignants. Et l'inquiétude qui est nourrie au niveau des agents de l'administration, est-ce que cette décision de l'État vis-à-vis des syndicats d'enseignants sera véritablement généralisée? Parce que quand même, l'État n'a pas l'obligation de trouver une solution tout en créant donc d'autres problèmes. Nous ne pouvons pas
pas accepter cet état de fait dans la mesure où les décisionnaires de l'administration, ça concerne tous les agents fonctionnaires. Nous n'avons pas encore de réponse de la part officielle du gouvernement si cette décision sera élargie à tout le monde, mais véritablement, nous estimons que cela doit être le cas. L'autre fait majeur, c'est aussi donc une injustice que nous souhaitons dénoncer parce que quand même, vous savez, les concours de l'ENA, les décisionnaires ne sont pas donc autorisés à faire ce concours. Cela aussi est inadmissible et inacceptable dans la mesure où nous sommes dans un pays où donc tout le monde doit être au même pied d'égal. En tout état de cause, nous attendons la déclaration officielle du gouvernement par rapport donc à cette avancée majeure que nous saluons vis-à-vis donc de ces 2 décrets qui seront modifiés et nous espérons ça va concerner tous les agents de l'État. Omar Dramé, le coordonnateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise. Un autre secteur, celui de la boulangerie. Vous le savez, le secteur de la boulangerie est confronté à plusieurs problèmes. En attendant la conférence de presse prévue demain jeudi, la Fédération nationale des boulangers a été reçue en audience par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets, notamment la baisse du prix du pain, la réglementation du secteur, entre autres. Les boulangers en ont profité pour faire part de leurs difficultés à l'autorité. Amadou Gaye, le président de la Fédération des boulangers. En fait, nous avons sollicité une audience avec le ministre par rapport au problème du secteur de la boulangerie. Le constat était qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fermetures de boulangeries et que depuis la baisse du prix du pain le 21 juin 2024, les boulangers sont en cours de problèmes. Oui, vous savez, les points, c'est 2 axes qu'on avait discuté, l'axe sur l'environnement des affaires du secteur et l'axe 2 sur la souveraineté alimentaire. L'axe 1 parlait de la non-application du décret 2277 et de ses arrêtés, à savoir la distribution du pain au niveau des boutiques. Et le ministre a promis fermement avant le Ramadan de procéder à un assainissement, qui est vraiment un accord qu'on a eu. Et il a demandé des instructions par rapport au non-fonctionnement des comités de suivi du secteur de la boulangerie au niveau des gouverneurs. Donc il va demander à cela que ça se fasse. On a parlé aussi de la fiscalité sur les intrants, c'est-à-dire la levure et les améliorants. Et nous avons proposé de faire comme le système ivoirien qui dit que le pain est un produit social. Toute chose qui rentre dans la production du pain doit ne pas avoir de fiscalité. Donc, il est en phase avec nous. Et puis nous parlons de la foire internationale de Kaolack. L'édition 2025 démarre le 23 janvier prochain. Les autorités locales depuis quelques jours sont à pied d'œuvre. 30 pays au total sont attendus à Kaolack. Le Pakistan est le pays invité d'honneur. Un CRD s'est tenu dans le cadre des préparatifs. Fatoumou. Kaolack prépare activement l'ouverture de la foire internationale, un événement qui participe au développement de l'économie locale selon Ndiaye Mbow, membre du comité d'organisation. La FICA est une vitrine extraordinaire pour Kaolack. Toutes les structures, partenaires techniques et financiers qui vont accompagner justement ces projets de développement pour faire justement de Kaolack mais aussi de la zone centre l'orbite de développement qui va impulser les autres zones. L'intégration du digital au cœur de cette 9e édition, une bonne partie sera consacrée à l'entrepreneuriat féminin. Le rôle de la femme sera prépondérant parce que tout comme nous allons organiser Kaolack Invest, aujourd'hui déjà il y a un quota qui est délivré aux femmes au niveau du parc d'exposition avec un tarif préférentiel, comme le forum de l'autonomisation des femmes. Face aux nombreux défis, un CRD s'est organisé avec l'ensemble des chefs de service, notamment la police qui va déployer près de 50 agents et des moyens logistiques, des engagements pris pour la bonne sécurisation de cette foire. Djibril Diop est le 2e vice-président de la Chambre de commerce de Kaolack. Il est important d'organiser ce CRD. Nous avons été très satisfaits par les engagements des uns et des autres, surtout par les forces de défense et de sécurité. Prévu du 23 janvier au 9 février, la FICA va réunir les autorités étatiques locales, entre autres autour du référentiel 2050 de l'agenda des politiques publiques. Environ 300 visiteurs sont attendus selon le comité d'organisation.
qui rassure sur les prix des stands. Fatumbo Kaulak, Radio Futur Média. Fatumbo, avant la suite du journal, nous revenons sur cette affaire Paos Koto. Je rappelle que les 14 prévenus étaient à la barre du tribunal des flagrants délits Kaulak depuis tout à l'heure, depuis ce matin donc. Mais Fatumbo, notre correspondante à Kaulak, vient de nous informer qu'ils ont été tous libérés par le tribunal. Nous y reviendrons bien sûr lors de nos prochaines éditions. Notez que les 14 prévenus donc dans l'affaire Paos Koto viennent d'être libérés par le tribunal des flagrants délits de Kaolack. Nous y reviendrons. La suite du journal, direction Diaksao, situé dans la commune de Koul, dans le département de Tivaouane, lieu de retraite spirituelle de Mam Abdul Aziz Sy Dabakh. Là-bas, l'accès à l'eau a toujours été un problème. Désormais, c'est réglé. Reste maintenant la route qui relie Pire à Diaksao en passant par Fass. C'est le marabout lui-même qui a organisé une rencontre avec la presse pour engager le plaidoyer. Un point de presse dans le cadre des préparatifs du rassemblement religieux annuel de la localité. Un événement prévu vendredi et samedi prochain. N'est-ce pas, Cheikh Anta Diop? Diaksao a été fondé en 1904 par Seydi El Hadji Malick Sy. 120 ans après, nous nous retrouvons ici à Diaksao, le patrimoine spirituel d'El Hadji Malick Sy. Ici, la problématique de l'eau, longtemps exprimée par le marabout Serigne Sidi Mohamed Sy Dabakh, vient d'être satisfaite. Mais avec la continuité de l'État, avec le nouveau régime a pris en charge ce dossier. Et le ministre Cheikh Tidiane Dièye a pris ce dossier en main comme une priorité. Second forage, les travaux ont démarré la semaine passée. Et bientôt, Inch'Allah, ce second forage viendra en appoint au seul forage qui existait et qui polarisait plus de 40 villages. Cependant, ce village religieux qui doit accueillir des milliers de pèlerins est confronté à un sérieux problème de route. Pire, Fass Diaksao. Cette route aussi date du régime socialiste. Vous avez dû traverser cette route qui est chaoteuse, avec beaucoup de nids de poules exigus, et c'est une vieille doléance pour que cette route non seulement soit remise aux normes, soit reprise et ensuite soit élargie. Dans la délivrance du message de Serigne Sidi Mohamed Sy Dabakh, son porte-parole, Abdou Aziz Diop, est largement revenu sur les dérives via les réseaux sociaux et les cas d'indiscipline, de manque de respect qui affectent profondément la cohésion nationale. Ces réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un lit d'invective, c'est un lit aussi de divulgation. Les secrets même de l'État sont dans les réseaux sociaux. Fass Diaksao s'apprête à accueillir 48 heures durant des milliers de pèlerins qui vont venir se ressourcer. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. Les actualités internationales, Georges Déthié-Diop dans ce studio. Bonjour Georges. Bonjour Barthélémy. Direction le Tchad d'abord, plusieurs morts dans un naufrage sur le fleuve Chari. Le chavirement d'une pirogue qui a fait 12 morts dans la localité de Mandela, à 60 km de N'Djamena, la capitale. Selon APA News, le naufrage survenu dans la soirée du 9 janvier n'a été rendu public qu'hier lundi par le Mouvement pour la démocratie et le socialisme au Tchad. Le parti indique dans un communiqué que les victimes revenaient d'une cérémonie funèbre dans un village voisin. La pirogue transportait 24 personnes. 12 d'entre elles, dont des bébés, ont péri noyés. 3 corps ont été repêchés, mais 9 restent introuvables. En Afrique du Sud, 60 corps de mineurs clandestins ont été extraits d'un gisement d'or. Plusieurs centaines de personnes se trouvaient encore au fond de ce puits. Les autorités sud-africaines ont lancé en novembre dernier une opération pour mettre fin à son exploitation illégale. Anna Rocha. Après 2 jours d'opération de secours, 60 corps ont été extraits de ce puits d'or désaffecté, selon le journal Le Monde qui cite un communiqué de la police locale. La police, elle renseigne également que 106 mineurs en vie ont été récupérés et arrêtés pour exploitation minière illégale. Mais c'est un bilan provisoire puisque les opérations doivent durer 10 jours. Les estimations font état de la présence de plus d'une centaine de corps dans les galeries de Stilfontein à environ 150 km de Johannesburg. Le nombre de personnes se trouvant encore dans ce puits aurifère de près de 2 km de profondeur est inconnu, mais selon la police, elle pourrait être plusieurs centaines. À la mi-novembre, certaines sources locales avaient évoqué jusqu'à 4000 personnes. Des milliers de mineurs illégaux, souvent originaires d'autres pays, travailleraient dans des puits de mines abandonnés à travers l'Afrique du Sud, riche en minerais. Depuis des mois, l'accès à cette mine a été bouclé dans le cadre de l'opération de police. Les autorités
autorités ont été accusées d'essayer de forcer les mineurs à remonter à la surface de ce qui ressemblerait à une petite ville souterraine en réduisant les réserves de nourriture et d'eau qui leur avaient été apportées par la communauté locale, précise le journal Le Monde. Depuis août, plus de 1500 mineurs clandestins, pour la plupart étrangers, ont été arrêtés sur le site par la police. Parmi eux, 121 mineurs illégaux ont déjà été expulsés, des Mozambicains, des Zimbabwéens et des Malawites recensés par les autorités sud-africaines. Ici en Afrique de l'Est, en Gambie plus précisément, la Turquie a remis hier 17 véhicules blindés de transport de troupes aux forces armées dans le cadre d'un accord de coopération militaire visant à renforcer les capacités de l'armée gambienne. Lors de la réception en présence de l'ambassadeur de la Turquie à Banjul, le président Adama Barrow a souligné que ce soutien leur permettra de participer aux missions internationales de maintien de la paix et de mieux assurer la défense du territoire national. Au Bénin, la date du procès de l'ancien ministre Oswald Omek est connue. Ancien ministre des Sports, mais également procès de l'homme d'affaires Olivier Boko, ex-ami de Patrice Talon. Le procès est prévu le 21 janvier prochain. La CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, leur a notifié la date hier mardi, mais également les charges qui pèsent contre Boko et Omek sont accusés avec 4 autres personnes de complot contre la sûreté de l'État et de corruption d'agents publics, c'est-à-dire de préparer par la force un coup d'État contre le président Patrice Talon le 27 septembre dernier. Au Mozambique, Daniel Chapo a prêté serment ce matin à Maputo devant le Conseil constitutionnel. Il devient ainsi le plus jeune président de l'histoire du pays avec 48 ans. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs dirigeants africains, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. En France, plus de 80 associations, dont France Terre d'Asile et Emmaüs, ont annoncé leur départ du réseau social X. Elles l'ont fait savoir dans une tribune publiée dans le journal Le Monde ce mercredi. La Corée du Sud, pour terminer, le président suspendu Yoon Suk Yeol a été arrêté ce matin à l'issue d'un nouvel assaut contre sa résidence. Les enquêteurs veulent l'interroger sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale dans le pays au début du mois de décembre. Le 3 janvier dernier, une première tentative avait tourné au fiasco. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, débat sur la gestion de l'hydraulique rurale, le prétexte l'affaire Paos Koto. Nous serons avec Momar Ndao, le président de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal, et Modou Diouf, le président de l'UNAFOR, l'Union nationale des forages ruraux. RFM Sport. Les actualités sportives, Malal Diane Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Nous parlons d'abord de la Coupe du Sénégal. On joue les 32e de finale cet après-midi. Avec au programme l'équipe de Karak FC qui joue contre le Djaraf de Dakar. Les HLM de Dakar jouent contre le Stade de Mbour. Duc contre Tenguet FC. Génération Foot contre Darou Salam. Rai contre la Jeanne d'Arc de Dakar. Le Casa Sport fera face à Cambérène. Ndiambour joue contre Assur. L'équipe de l'AS Saloum Defira. L'équipe de Fierté de Mbaké. Oui, le CHAN 2025, le tirage au sort est prévu ce soir. Le tirage au sort est prévu ce soir au Caire à Nairobi. Le CHAN qui avait été initialement prévu du 1er au 28 février aura lieu finalement au mois d'août. 19 équipes vont y prendre part. Parmi ces équipes, il y a le Sénégal, équipe tenante du trophée Cheikh Tidiane Diaye. Les équipes seront réparties en 4 groupes. Le Sénégal, détenteur du titre, et les 3 autres pays organisateurs seront placés en tête de ces poules. Les groupes A, B et C seront composés de 5 équipes. Le groupe D sera, lui, constitué de 4 équipes seulement. Tous seront donc à l'assaut du Sénégal qui aspire à réitérer son exploit précédent et à maintenir sa position dominante dans le football africain. La Confédération africaine de football annoncera les 2 dernières équipes qualifiées, complétant ainsi la liste des participants. Pour rappel, au dernier championnat d'Afrique des Nations en 2023, le Sénégal avait pour adversaire de groupe la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le football au niveau c'est un match
le football au niveau du Sénégal avec le Jaraaf de Dakar justement qui prépare également sa prochaine sortie le 19 janvier prochain. Ce sera pour se qualifier donc pour les quarts de finale de cette Coupe CAF. Le Jaraaf va jouer contre l'USM Alger à Alger. Objectif, ramener au minimum un point de ce déplacement pour valider la qualification. Cheikh Sidiba est le directeur technique du Jaraaf. C'est un match très important qui peut nous valoir une qualification en quart de finale de la Coupe CAF. Et aujourd'hui, je pense que déjà, on se concentre sur notre match de Coupe du Sénégal qu'on doit jouer ce soir contre FC Karak. Et après ça, on sera projeté directement vers le match contre Isma d'Alger dimanche, Inch'Allah, en Algérie. Et donc là, le moral est au beau fixe en enchaînant 2 victoires en Coupe CAF contre Orapa et contre ASEC d'Abidjan. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une bonne dynamique et il faudra aller confirmer dimanche à Alger. Et on n'y va pas pour prendre un point, on vise les 3 points et à défaut, si on prend un point, on sera satisfait. Mais on y va d'abord pour essayer de jouer la gagne et après derrière essayer d'assurer cette qualification tant attendue par tout le club du Jaraaf, le public sénégalais et par toute la population sénégalaise. Et donc aujourd'hui, on est confiant, les joueurs s'entraînent normalement, tout le monde est apte à jouer et aller vers Alger pour aller vers cette importance confrontation contre l'USMA pour essayer d'assurer cette qualification. La suite de la 21e journée en Angleterre avec Arsenal contre Tottenham. Aujourd'hui, match attendu dans la soirée. Newcastle contre les Wolverhampton. Crystal Palace défie Leicester. Everton joue contre Aston Villa. En Italie, l'Inter défie l'équipe de Bologne. Match qui entre dans le cadre de l'acte 19 du Calcio italien Barthélémy. Ah oui, match à suivre. Malal Diagne Junior, merci. Bonjour, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, le déclenchement de la procédure pour la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Kordokou Farba marche inexorablement vers l'abattoir. Soupçonné d'avoir blanchi des capitaux et des prises illégales d'intérêt, le pôle judiciaire a fait demander la levée de l'immunité parlementaire du député. Demandé aussitôt fait, sa volonté est en train de s'accomplir, relève Source qui livre dans les détails le timing de la majorité réglé comme sur du papier à mesure. Une commission ad hoc a été mise en place pour constituer ces 11 membres 9 de PASTEF, 1 de Takoualou, un non inscrit. La ratification de la désignation des 11 membres est prévue vendredi. Dans la foulée, Farba Ngom, son sort va être scellé après audition probable. Les deux se resserrent autour du maire de Agnam, Is à sa une ou à grand place. Farba Ngom vers la guillotine, constate l'info. Sans flonfon ni cotillon, le cortège funèbre s'est ébranlé. Il va perdre sa tête. Vox Populi informe d'ailleurs que la majorité de PASTEF a enclenché la machine. Farba est à la merci des députés qui, pour donc tenter de sortir Farba Ngom de ce guépier, personne sinon son parti, l'APR, qui se met en ordre de bataille. L'APR qui se lève et prépare une grande mobilisation demain. Les députés de Takoualou en conclave aujourd'hui préparer la bataille parlementaire, croit savoir le journal Les Échos. Selon Vox Populi, les autres partisans du député vont aussi entrer dans la danse. Militants, sympathisants, tous se donnent rendez-vous au siège de la paire pour annoncer la couleur. L'observateur qui plonge au cœur de ce qu'il appelle le blanchiment de 125 milliards de francs CFA par de plusieurs transactions impliquant Tahirou Sarr. Le journal relève comment des milliards de fonds supposés appartenir au public se sont évanouis dans des sociétés écrans. Le journal revient aussi sur les déclarations d'opérations suspectes transmises à la CENTIF par la CBAO et EcoBank. Dans le journal, cet appel à la prudence du juge Mamadou Amidou Dème, oui à la reddition des comptes, mais non à la politisation de la justice. Le pôle judiciaire est sur une corde raide et attention à ne pas singer la criée, avertit l'ancien juge. Pendant ce temps, Samir Sarr eut un bol d'air et nous sommes dans l'affaire West African Energy. Le journal Li Quotidien note qu'il a une bonne nouvelle. L'expert commis aboutit à la conclusion selon laquelle il n'y a pas d'abus de biens sociaux comme manque à gagner non plus pour la structure. À la une du journal Les Échos, la chute drastique du nombre de clients du TER. Le journal note que si le TER a transporté plus de 21 millions de voyageurs en 2024, eh bien, ce chiffre est en train d'être revu à la baisse depuis quelque temps. Abdoulaye Nessal, ancien DG de la SETER, avait pourtant annoncé un chiffre de 41 millions en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le TER perde tout d'un coup cet attrait? Le journal Les Échos
Info tente des explications en page intérieure. À la une du journal Enquête, dossier sur le jeu de hasard en ligne, le pari perdant des jeunes sénégalais parier perd de sombrer l'engrenage des jeux de hasard. Ruinés par les jeux d'argent, des milliers de jeunes surendettés, témoignages bouleversants de jeunes pris au piège. Des associations pointent du doigt le manque de régulation sur les paris sportifs. Pape Samba Kane, journaliste écrivain, a planché sur le sujet. Eh bien, il dit qu'il a été scientifiquement prouvé que les jeux de hasard ont le même effet que la cocaïne ou l'héroïne pour le cerveau. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Nous en venons maintenant à la rubrique Point de vue, débat sur la gestion de l'hydraulique rurale. Le prétexte, l'affaire Paos-Koto, je rappelle justement avant d'entrer dans le débat que les 14 prévenus appelés à la barre du tribunal de flagrant délit de Kaolack ont été libérés. Selon donc notre correspondante Fatou Mbow, nous y reviendrons bien sûr. Pour parler de la problématique de l'hydraulique rurale, nous sommes en ligne avec Modou Diouf. Bonjour Monsieur Diouf. Bonjour Barthélémy. Vous êtes le président de l'UNAFOR, l'Union nationale des forages ruraux. Notre deuxième intervenant, Momar Ndao. Monsieur Ndao, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour Modou Diouf. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci Ndao, président de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal. D'abord, la parole à Modou Diouf, le président de l'UNAFOR, l'Union nationale des forages ruraux. Alors, Monsieur Diouf, qu'est-ce qui, selon vous, explique un peu ce problème, parce que partout, les populations donnent de la voix pour dénoncer un peu l'attitude des fermiers. C'était Aquatep, maintenant c'est Flexo. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, merci beaucoup. Vous savez, depuis la création de l'OFOR et le démarrage de ses activités, la gestion de l'hydraulique rurale connaît des soubresauts incessants et un tumulte sans commune mesure. Il ne se passe pas un seul jour où, dans l'une des régions, dans l'un des départements ou dans une des communes concernées, nous s'organisent des manifestations de réprobation, nous s'élèvent des cris de détresse et de dénonciation de la DSP et de la gestion des systèmes de production d'eau potable par des privés. Le dernier cas en date, c'est l'affaire Paos-Koto. C'est ça. Donc il s'agit donc pour là d'une déposition organisée et planifiée par une loi 2014-13 du 28 de 2014. Donc en clair, c'est une expropriation forcée du patrimoine infrastructurel en hydraulique rurale par l'État sortant et son exploitation par des sociétés privées qui a fini de créer un malaise profond au sein des populations concernées et a installé une atmosphère de défiance vis-à-vis des démembrements déconcentrés de l'État. Donc parce que tout simplement, frustré à l'idée de se voir sanctionné négativement pour avoir géré sobrement et vertueusement. Malgré donc les réserves, les appréhensions légitimes et les refus réitérés des populations et usagers des forages devant les autorités, les fermiers continuent à restreindre l'accès à l'eau pour tous à des ayants droit. Et en plus, ces fermiers, y compris Flexo, font dans la menace en requérant à la force publique, en l'occurrence la gendarmerie nationale, pour intimider tous ceux qui prennent la protection des populations et assurent la défense de leurs droits face au forcing, au forfait, aux faits accomplis d'Aquatec, Flexo et autres. Donc c'est le cas à Paos-Koto, à Sagab-Tiamen, à Medina Sabah, à Falifa, à Kermadjabel et à Ngodiba, particulièrement dans les régions de Kaolack et Kaffrine, avec des persécutions et des arrestations au lendemain des concertations nationales sur l'eau tenue à Kaolack par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye. Oui. Le mal est profond et je pense que tout est lié un peu à la réforme de l'hydraulique rurale. Monsieur Diouf, je reviens à vous tout à l'heure, le temps de donner la parole à Momar Ndao, le président de l'ASCOSEN. Président, alors considérez l'eau comme bien commun, comme bien public ou comme bien économique. Ça pose au moins 3 enjeux. D'abord, la valeur accordée à l'eau, la différence entre la ressource
et le service de l'eau, et enfin la place réservée à l'usager dans la délivrance et la régulation du service public. Est-ce que ces aspects-là, ces enjeux-là, vous les voyez dans ce que vous assistez jusque-là? Oui, effectivement, il faut savoir que l'État avait décidé d'améliorer la gestion des forages qui étaient gérés par des ASIFOR, avec plus ou moins de succès. Hein. Il y a certaines associations d'usagers de forage qui marchaient très bien, d'autres qui avaient des difficultés. Et l'État avait voulu faire une réforme pour dessaisir les ASIFOR. Mais il y a eu beaucoup de résistance parce que certaines ces associations ne les entendaient pas de cette oreille, etc. Parce que vous savez, gérer des forages, c'est pas facile parce qu'il faut gérer la maintenance, il faut remplacer les pièces qui viennent en extinction, etc. Oui. Et c'était pas de tout repos pour des associations d'usagers. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'idée avait été de privatiser. Mais cette privatisation, elle ne passe pas très bien. Parce qu'il y a beaucoup de résistance. Et maintenant, une fois aussi que ces privatisations ont été mises en place, il y a vraiment des grands défis par rapport au comptage, par rapport à la facturation. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de mécontentement au niveau des populations. Ouais. Donc, il faut que la régulation vraiment puisse traiter de tout cela pour mettre tout le monde sur le même pied de qualité, veiller à la qualité. Mais aujourd'hui, on le sait, les fermiers sont délégataires du service public. Mais pourquoi, dans plusieurs localités, les populations se plaignent du manque d'eau et parfois même de panne de forage? Comment expliquer cela, alors que l'État est là? Voilà, c'est la qualité du service qui n'est pas assurée. Et si la qualité du service n'est pas assurée, l'État doit intervenir. Donc c'est là où je parle de régulation, pour que chacun puisse respecter les engagements qui ont été pris dans le cadre de ces concessions qui ont été données à des fermiers de manière, en tout cas, à ce que tout le monde fasse le travail qui est attendu de lui. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, Président Ndao. Président Diouf, aujourd'hui, on le sait, vous avez un peu dénoncé l'attitude des fermiers qui parfois même font usage de la force publique pour intimider les populations. On le sait, Momar Ndao l'a annoncé tout à l'heure, la gestion des populations, la gestion de ces forages par les populations aussi est sujette à beaucoup de problèmes de malgouvernance. C'est parfois des détournements de fonds, parfois même du vol. Où va l'argent des forages? Vous savez, Barthélémy, c'est une occasion qui m'est aujourd'hui offerte pour éclairer la lanterne des Sénégalais par rapport à certaines déclarations venant souvent des tenants de la communication de ces fermiers. Il faudra noter qu'avant, c'est-à-dire tout le tollé qui existe actuellement, que l'on ressent actuellement autour de la question de l'hydraulique rurale, on ne le ressentait même pas avant cette réforme. Cela veut dire quoi? Avant la réforme, les populations étaient satisfaites par rapport à la gestion de ces ASIFOR-là. Mais c'était des commissions de gestion qui parfois... C'est des comités de gestion. C'était des comités de gestion. Oui, mais qui parfois aussi faisaient face à des difficultés, difficultés de trésorerie, de panne de forage et tout. On n'en disconvient pas. Mais ça, c'était des exceptions. Si vous prenez 100 forages, les 95 ASIFOR parvenaient à gérer les ouvrages au grand bonheur des populations. Donc, Barthélémy, dans un gouvernement, si un ministre a fauté, est-ce qu'on sanctionne tout le gouvernement? On ne sanctionne pas naturellement tout le gouvernement. Donc, à la place de ces 95-là qui réussissent à brio leur mission au grand bonheur de ces populations, est-ce qu'il faudrait sanctionner toutes les 99 ASIFOR qui accomplissaient avec brio leur mission. Donc il faudrait même procéder par ce qu'on appelle la pédagogie par l'exemple. Parce qu'on a vu des ASIFOR
qui, donc, à partir des ressources que généraient ces forages-là, construisaient des salles de classe, des assiforts qui construisaient des cases de santé, des assiforts qui payaient le logement des étudiants émanant de ces localités. Et pour le cas des fermiers, c'est tout simplement le recouvrement financier qui les intéresse et ils s'en vont avec l'argent. Pas un centime qui reste au niveau des communes, pas un centime qui reste par rapport à l'action mais vous maintenant, sociale. En tant qu'acteur du monde rural, qu'est-ce que vous attendez concrètement des autorités, puisque la plupart des populations réclament justement le départ de ces fermiers? Barthélémy, nous pensons que l'eau, une denrée vitale, ressource stratégique, doit faire l'objet d'un traitement efficient, efficace, sérieux et surtout inclusif avec l'implication des populations. Et de ce fait, la responsabilisation des usagers au service de l'eau permettrait une rationalisation plus aboutie. Et nous invitons les nouvelles autorités à procéder par une réforme de la réforme. C'est-à-dire, il faut que cette gestion-là revienne aux populations, aux comités. Parce que les ouvrages qui font aujourd'hui l'objet du débat, pour la plupart de ces ouvrages, c'est l'œuvre même c'est un patrimoine même des populations. Pour la plupart de ces ouvrages, c'est des dons, c'est des cotisations, c'est des sacrifices consentis. Donc, au terme de ça, donc, les ouvrages, il y a une relation même sociologique entre les populations et leur forage. Il faut que, bien entendu, l'État, à travers le Djubanti, véritablement puisse accélérer, c'est-à-dire le processus de la révision de cette réforme, qui consistait tout simplement à un patio. On l'a même assimilé au congrès de Berlin, c'est-à-dire le partage des ressources en eau du monde rural par des capitalistes. D'accord. Merci beaucoup, Modou Diouf, président de l'UNAFOR, l'Union nationale des forages ruraux. On vous retrouve, M. Diouf, dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Boubacar Dieng. Président Momar Ndao, je termine avec vous. Il faut réformer la réforme. Êtes-vous d'accord? Oui, je pense qu'il faut trouver une formule qui va permettre de prendre en considération toutes les remontées. Il faut que la régulation se fasse de manière très efficiente parce que vous ne pouvez pas être concessionnaire d'un service public et ne pas assurer le service public de manière normale. Il faut réguler la tarification, il faut réguler la qualité du service, le comptage, parce que vous savez, beaucoup de... Oui, encore que dans plusieurs localités, les populations se plaignent de la qualité de l'eau qui est servie. Exactement. Il y a des problèmes relatifs à la qualité de l'eau, au comptage, parce que beaucoup de ces compteurs ne sont pas étalonnés et donc vous n'avez aucune idée des quantités qui sont réellement fournies et pour lesquelles on doit payer. Donc la régulation doit être là sur le plan à la fois technique, administratif, social, etc. Et je pense qu'il y a une autorité de régulation de l'eau qui va être mise en place et qui devait pouvoir permettre de faire face à tout cela. Et donc, réformer la réforme, c'est de prendre en considération tous les manquements qui ont été notés avec la mise en œuvre de la réforme, prendre en considération les requêtes légitimes des populations et puis voir comment améliorer sur le plan de la gouvernance la gestion des forages ruraux. Impliquer les communautés, c'est ça? Exactement, impliquer les communautés, améliorer la gouvernance, la transparence dans la gestion. C'est pas parce que c'est des agiforts qui gèrent les forages qu'il y a la transparence. C'est pas parce que c'est des privés qu'il y aura la transparence. Donc il faut que cette transparence soit assurée quel que soit l'opérateur. Et je pense que c'est vers cela qu'on doit aller améliorer les prestations qui sont offertes pour la politique de l'eau au niveau rural. Oui, une gestion inclusive. Merci. Merci beaucoup Momar Ndao, président de l'ASCOSEN, l'Association des consommateurs du Sénégal. Merci également à Modou Diouf, le président de l'UNAFOR, l'Union nationale des forages ruraux. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Boubacar Dieng. Mesdames, messieurs, merci. C'était le midi présenté par Barthélémy Ngom, mise en monde Maïssa Mbaye, réalisation, chef d'édition Awa Mbaye. Retour de l'info dans un peu plus de 10 minutes à 13h, un journal en Wolof. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.